Hello everyone. C'est Myriam, Abir, Akram. Bonjour. 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 Ok. Je vais passer maintenant au Facebook. Comme ça, donnez-moi juste une seconde, le temps que les gens rentrent et je vais être live sur Facebook. Okay. J'essaie de save a little bit my bandwidth. Okay. Minimize the camera as much as I can. Okay, they count the bandwidth there by... It hasn't been reliable lately. Okay. Ok, on voit les gens qui sont en train de nous rejoindre. Akram, everything is counted in the US. Bandwidth is something that's quite important, right? That's true. I mean, we have 500 megabits, but right now everybody cheats. All the servers you have to check. I think it's time to change the internet provider. Excellent. I think we're going to go live now. Bonjour Akram. Oui. Bonjour. Alors, je vais demander à chacun de se présenter. Donc, je vais commencer avec les demoiselles. Donc, Abir, bonjour. Bonjour. Tu te présentes, fais une cantina d'aba et qu'est-ce que tu as fait comme études et comment, c'est-à-dire ton expérience pour rentrer au Maroc. D'accord. Alors, tout d'abord, merci Samir pour l'invitation à ce webinaire et bonjour à tout le monde avec nous. Alors, en ce qui me concerne, donc, moi, j'ai commencé mon aventure à l'extérieur du Maroc à Strasbourg en faisant des classes préparatoires en sciences économiques et politiques. Ensuite, je me suis envolée vers la Belgique pour faire un diplôme en économie. Et ensuite, j'ai voyagé encore vers le Luxembourg pour faire une certification dans les fonds d'investissement avec BNP Paribas. Et donc, j'ai eu aussi un MBA, un Master in Business Administration au Luxembourg. Et actuellement, je travaille avec le cabinet de conseil Accenture au Grand-Duché de Luxembourg dans le crime financier. Donc, je suis Financial Crime Lead. Et bon, mon expérience avec le Maroc brièvement, j'ai l'idée de rentrer au Maroc, pour être honnête, n'a jamais été de l'ordre du jour que récemment. Et donc, je veux dire qu'elle est quand même assez limitée. Enfin, elle est pas très grande pour être franche, mais j'ai toujours voulu, au moins peut-être pas rentrer au Maroc, mais donner quelque chose en retour au Maroc. Donc récemment, je dirige aussi la Leadership Academy au Grand-Duché de Luxembourg. Et donc récemment, on est rentré au Maroc avec l'académie. Excellent. Akram? Je pense que Myriam peut passer d'abord. Myriam. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, moi, brièvement, donc après mon bac à Casablanca, je suis allée faire 2 ans de classe prépa à Lyon. Et ensuite, j'ai intégré une grande école de commerce à Paris où j'ai fait mon cursus de manière un peu classique. Et ensuite, j'ai démarré dans la banque d'investissement et donc j'ai fait 5 ans de banque d'affaires ou de fusion-acquisition, encore une fois, entre guillemets, de manière classique. Et ça faisait déjà du coup pas mal de temps que j'étais en France. Et c'est posé à ce moment-là la question pour moi de me dire, bon, et maintenant, what's next? Est-ce que le next, c'est Paris pour toujours? Et de vraiment faire ce choix de me dire, mais on va peut-être pas continuer à vivre au jour le jour. Et donc, le choix, qui était à l'époque un choix par défaut, a été de retourner au Maroc.
pour plusieurs raisons que je partagerai avec vous. Et donc, ça fait à peu près 5 ans aujourd'hui que je suis basée à Casablanca, à temps quasiment plein. Je voyage beaucoup, mais je suis réellement basée à Casablanca et j'ai entre-temps complètement changé de bord. Je ne fais plus de finance, je suis dans le développement personnel et j'accompagne des personnes à s'aligner à leur plein potentiel, à libérer tout ce qui n'est pas eux. Excellent. Akram? Oui. Donc, tu m'entends, Samir? Oui, je t'entends. Donc, c'est drôle parce que nous les trois, nous avons ce parcours en commun de finance. Donc, moi aussi, donc, comme vous, j'ai quitté le Maroc pour faire un 3e cycle en finance. Mais mon parcours n'est pas aussi classique que le vôtre. Donc, j'ai fait mon master, j'ai joint à une banque d'affaires, Morgan Stanley, et après Merrill Lynch. Et en parallèle, j'ai fait d'autres études de 3e cycle. Donc, j'ai fait 10 ans d'investment banking chez Morgan Stanley, Merrill Lynch. Après, j'ai joint une banque d'affaires, une banque d'investissement spécialisée en investissement technologique. Et là, j'ai fait 10 ans plus tard, j'ai fait le pivot vers les opérations, vers la start-up. En fait, la passion pour la technologie s'est développée tout au long de la décennie où j'étais impliqué dans les transactions financières dans le domaine de la technologie. Et j'ai décidé de, comme on dit ici, to move to the other side or the dark side. Et ça fait 10 ans que je suis dans le domaine de la start-up aujourd'hui en tant que vice-président des initiatives stratégiques chez AI, une entreprise qui développe des technologies de perception visuelle pour les machines, notamment les voitures autonomes, les robots, les taxis volants autonomes, tous ces projets ambitieux qui rendent vraiment notre travail très, très passionnant. Et est-ce que tu as fait une tentative de rentrer au Maroc? Ouais. Par rapport au Maroc, bon, nous sommes toujours marocains, qu'on soit en Californie ou au Luxembourg. You take the Moroccan out of the country, but you don't take the country out of the Moroccan. Okay. Donc, on est toujours marocain, on pense toujours au Maroc. Moi, dans mon expérience, je suis très connecté avec le Maroc. Comme tu le sais, Samir, je suis aussi aujourd'hui, je suis cofondateur et président de Botola, qui est la première plateforme d'actualité sportive au Maroc et qui a d'autres visions d'innover dans le monde sportif au Maroc. Donc, je rentre au Maroc pratiquement tous les 3-4 mois. J'ai eu 2 occasions de rentrer. J'ai pensé sérieusement à rentrer. J'ai eu des offres en tant que dirigeant dans des entreprises au Maroc, mais je ne pensais pas que j'étais prêt. Je ne pensais pas que l'impact que j'aurais fait au Maroc aurait été beaucoup plus intéressant de ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que je vais rentrer définitivement de ce jour? C'est clair que nous pensons tous à ça. Le plus important, c'est vraiment ce qu'on peut apporter. Parce que si on veut rentrer au Maroc, ce n'est pas pour prendre, mais c'est surtout pour donner. Et si l'opportunité se présente, donc, est plus importante, qui me donne l'opportunité de faire un peu plus de ce que je fais aujourd'hui pour le Maroc, donc j'y penserai sérieusement. Bon, je vais me présenter aussi moi-même parce que je suis passé par les mêmes steps. Donc, il y a près une vingtaine d'années, j'étais aux États-Unis. Après avoir de grands diplômes, j'ai travaillé aux États-Unis et j'ai eu l'opportunité de rentrer. L'avantage que j'ai eu, c'est que je suis rentré avec une multinationale qui s'appelle Microsoft, ce que j'appelle pour les Marocains un soft landing, c'est-à-dire de rentrer avec une multinationale. Ça te permet d'avoir un pied au Maroc et un pied à l'extérieur parce que tu es toujours connecté avec le monde que tu connais tout en étant au Maroc. Donc, comment dire, I had the best of both worlds. Et 3 ans plus tard, Microsoft m'a donné des opportunités de gérer d'autres pays. Donc, je suis parti en Algérie, puis je suis parti à Bahreïn.
Et après, je suis rentré, donc j'ai quitté Microsoft, je suis rentré, j'ai fait un peu d'entrepreneuriat, un peu de franchise. Et en 2011, Microsoft m'a rappelé en tant que DG au Maroc. Et j'ai passé à peu près 5 ans. Puis je suis parti à Dubaï, où j'ai passé une année avant de rentrer une troisième fois au Maroc. Donc je suis rentré 3 fois au Maroc. La première rentrée, c'est celle qui a eu le plus de, comment dire, d'impact sur, ou de réflexion. Parce que dans le temps, je me disais, ou bien je rentre maintenant, ou je rentre jamais. Je suis sûr qu'on se pose cette question. Wesh d'abord ou jamais. Et dans le temps, Akram peut, you can relate to this. I was about to have a mortgage, donc donc les choses, c'est-à-dire que surtout un pays comme les États-Unis, une fois que tu rentres dans le cercle vicieux, c'est très difficile d'en sortir. Et c'est beaucoup de gens un petit peu qui يحلوا avec le cercle vicieux. Donc moi, j'ai pu sortir avant de rentrer dans ce cercle vicieux et ça m'a permis un petit peu de revenir au pays. كاين شي وحدين تيسولوني تيقول لي علاش دخلتي تنقول له راه غير داك البسيبانه في الصباح داك لو غو ديالها راه ما عندوش surtout aux États-Unis les petits pains ديالهم ماشي sont pas aussi bons qu'au Maroc. Donc alhamdoulilah, je ne regrette rien. J'ai pu me faire un réseau au Maroc et كنقول للناس اللي بغاو يدخلوا c'est des gens comme nous اللي عارفين مناش دازو qui peuvent les aider à l'intégration, c'est-à-dire les erreurs, les je crois que Myriam peut parler des erreurs qu'on a fait, des ثقة اللي كنجيو بواحد الثقة كنجيو ما كيحسبناش كاينين des faux problèmes في المغرب, il y a que des faux problèmes. La productivité malheureusement n'est pas au même rythme que la productivité à l'extérieur du Maroc. On se pose علاش هادي مالكم هكا مالكم مزمرين الدماغ ديالكم هادشي هذا راه كنعيشوه كل نهار. je vois Akram et tout le monde est en train de rigoler, mais c'est un peu difficile. Donc je vais ouvrir aussi, demander aux nas li متبعينا الله يخليكم si vous pouvez poser des questions sur le Q&A de Zoom. Ok, donc si vous pouvez poser des questions et si vous pouvez même lever la main. Si quelqu'un veut faire une petite intervention, je vais vous donner un petit peu la main comme ça vous pouvez intervenir. Donc, bon, moi j'ai fait de l'ingénierie. Donc, contrairement à vous qui avez fait des finances, je crois que le monde des finances est beaucoup plus réceptif au Maroc que le monde de l'ingénierie. Parce que malheureusement au Maroc, on n'a pas l'ingénierie au niveau international. Il y a beaucoup de choses. Bon, je parle d'il y a 20 ans maintenant, alhamdoulilah, ça a beaucoup progressé. Mais je dis toujours, المغرب عنده الغرض بالناس بحالنا. عنده الغرض بالناس اللي غادي يجيبوا أفكار جديدة. الناس اللي غادي انفيستيو بالعقل ديالهم. راه ماشي الفلوس. الفلوس نو مونك با au Maroc. الفلوس كاينين. راه العقل, les idées, la matière grise اللي خصنا نجيبوها. Parce que la matière grise peut produire. Mais le flux, bon, شنو غنبنيو ونبيعو, c'est pas l'argent, c'est pas le bâtiment, c'est pas le hardware, c'est le software. Et donc si vous pouvez, si vous avez Myriam, tu es passé par شنو هو la chose qui t'a choqué فاش دخلتي? La chose qui m'a choquée au Maroc quand je suis rentrée, c'est je pense vraiment le comportement des personnes qui partent et qui reviennent. Pour moi, en fait, les gens, eh bien, ils sont pas alignés. Pour la plupart, en fait, ils partent, ils ont une expérience et quand ils reviennent, eh bien, c'est comme s'ils se remettaient dans un espèce de moule. Ils ont l'impression que c'est tout confortable de revenir et d'être à nouveau comme avant. Et en fait, du coup, ça crée une espèce de dichotomie si on n'est pas conscient. Parce que cette personne, elle a plus le même âge, elle a vécu plein d'expériences à l'étranger, elle a interagi avec d'autres personnes, elle a plein de choses dans sa tête et qu'elle a de nouvelles habitudes, sauf qu'elle revient et par une espèce de mimétisme, elle se remet dans elle il y a 10 ans, elle il y a 15 ans. Ses parents, sa famille, son environnement se comportent plus ou moins de la même manière avec elle parce eux, ils n'ont pas vu trop le changement.
Et cette personne, souvent, par habitude, elle se remet dans sa vie d'avant, avec des petits ajustements, mais c'est toujours pareil, la même personne. Et moi, je trouve que c'est ça qui est choquant, parce que c'est vrai que c'est facile, c'est confortable, mais ça n'est pas du tout nous, finalement. Moi, c'est ça que j'ai trouvé choquant, c'est de prendre cette espèce d'option de facilité et d'être malheureux finalement parce qu'on n'est pas la personne d'il y a 10 ans, on n'est pas celle qui avait 18 ans qui a quitté, on n'est pas celle d'aujourd'hui qui a des nouvelles habitudes qu'elle n'applique pas. On est un peu entre les deux en fait. C'est ça au Maroc, il faut réussir à trouver la chaise pour pouvoir s'asseoir parce que généralement on est entre deux chaises, entre deux autoroutes, deux maisons, deux jobs. Toujours c'est entre deux. C'est ça qui nous choque, qu'on n'arrive pas justement à faire le choix et à être conscient et que ce choix soit conscient. Akram, qu'est-ce qui te choque le plus quand tu visites le Maroc? En fait, rien ne me choque parce que je le prends à petite dose. Donc j'ai passé un peu moins de la moitié de ma vie au Maroc. Donc j'ai passé 21 ans au Maroc, 23 ans aux États-Unis. Mais le fait de rentrer, le fait d'être impliqué dans des activités là-bas, on se rappelle toujours de ce qu'est le Maroc, les aspects positifs, les aspects négatifs. Donc, comme ça, je suis vacciné donc, du choc. Dans des activités. OK. Donc, rien ne te choque. Anna, la chose qui m'a choqué, hein? Vas-y. Si je peux dire, des choses qui m'agacent, c'est-à-dire il y a des choses qui me font penser, comment dire, have to think twice before doing something in Morocco. C'est-à-dire, des fois, tu as l'intention de faire quelque chose de bien, mais the work ethics, the lack of trust, the lack of honesty, make you think, is this really all worth it? Peut-être il vaut mieux faire des choses ailleurs, réussir et contribuer au Maroc d'une façon caritative ou par le conseil sans vraiment s'impliquer dans l'activité. Donc, le fait que, je donne un exemple à Samir, dans mon téléphotolage, on contactait les gens. Et quand déjà, فسر العباد لا بطولة الله يخليك parce que beaucoup de gens ما عارفينش بطولة. Le Botola, c'était commencé comme une idée bon, 10 years, je reviens, il y a 10 ans, j'avais monté une entreprise, une start-up dans le domaine de l'influence marketing. C'était un peu avant-gardiste, avant son temps. Et comme tous les Marocains, je pensais peut-être qu'il fallait monter des opérations au Maroc, aider les ingénieurs au Maroc. Donc, j'ai monté une équipe de 17 ingénieurs au Maroc. C'était une expérience assez pour to say the least. Mais j'ai beaucoup appris de cette expérience. Et là, par contre, j'ai l'occasion de rencontrer des jeunes qui étaient, deux personnes en particulier, qui avaient joint l'équipe au Maroc et avec qui j'ai eu le plaisir de travailler et qui avaient cette idée de combler le vide dans l'actualité sportive sur le digital. Parce que en ce moment-là, tous les portails étaient plutôt des portails du Moyen-Orient. Donc, et l'information sportive au Maroc, elle se faisait d'une façon un peu ad hoc. Donc, on s'est structuré, on a monté le Botola, qui est aujourd'hui le premier portail d'actualité sportive, plateforme d'actualité sportive, parce qu'elle est cross-plateforme sur mobile, sur web, avec la mission de continuer à innover pour rendre l'information accessible et l'expérience appréciée. Donc, voilà le Botola. Ce que je disais, en montant cette entreprise et autre chose, tu veux prendre un rendez-vous au Maroc, tu prends un rendez-vous, tu dis quoi, 12 في العشية. العشية ما هي 4 ولا 5 ولا 3 ولا 2 ولا 2 ونص. العشية it's really things, هذا غير un échantillon. Il y en a beaucoup. Le problème, le Botola, elle réussit beaucoup, mais
alhamdoulilah, une croissance de plus de 50% year over year. Mais راك عارف السي سمير جو سي با سي عندك هذا المشكل في المدرسه واش الناس ما تيخلصوش ولكن حنا راه ما تنخلصوش على 3 شهور ولا على 6 شهور نورمالمون 3 شهور سي the best 6 شهور 7 شهور. Comment tu veux monter une entreprise quand tu dois خصك بحال تيقولوا خصك في المغرب خصك تبقى ترغب باش تاخذ فلوسك. C'est des choses auxquelles il faut penser quand on monte une entreprise. C'est pas choquant, on le sait, mais ça c'est agaçant quand tu le vis. Voilà. Donc, tu as dit deux choses très importantes. La première, هو الوقت عباد الله ما كيعطيوش قيمة الوقت. ولا دوزيام هو الخلاص c'est-à-dire que الوقت والخلاص عندهم زعما خصك دير الخدمة وخصك دير خدمة أخرى باش تخلص. C'est-à-dire une équipe اللي كدير le vrai travail et une équipe, la chose qui ne se pose pas aux États-Unis. Les États-Unis, عندهم واحد small business act. شركة كبيرة ما تخلص شركة صغيرة راه داك الشركة الصغيرة elle peut gagner en justice des millions et des millions de dollars. Donc هذه القضية هذه tu as raison. C'est pour ça que أنا ديما كنعطي النصيحة للناس اللي غيديروا بيزنس في المغرب يديروا B2C ما يعملوش B2B. Parce que كتعمل B2C au moins consumer c'est du cash business كتخلص. أما B2B تيعطيك البون كوموند وسير باش تخلص. Donc Abir, vas-y, ton expérience, qu'est-ce qui te choque le plus? Alors, moi, personnellement, j'essaie de penser maintenant quand je pars au Maroc. Il y a quelque chose Enfin, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit tout de suite. La première chose, c'est la file, la queue, le respect, en fait, de l'ordre de toute chose, que ce soit la queue à la banque, ou etc. Et un truc qui m'agace, qui me choquait au départ, mais comme Akram le met très bien le terme, m'agace particulièrement, c'est cette histoire de connaissance. La dernière fois, j'étais en train de faire la file à la banque, donc je mets ma carte d'identité comme tout le monde. J'attends, ça prend énormément de temps. Et puis il y a une personne qui arrive, elle venait juste de rentrer dans la banque parce qu'ils la connaissent. Elle est passée devant tout le monde. Et ça, il fallait prendre le temps de leur expliquer what the hell is that? C'est ce genre de choses, c'est même inimaginable, inconcevable ici en Europe. J'imagine aux États-Unis, c'est un peu pareil. Et autre chose qui m'embête vraiment, et je trouve que ça, il va vraiment falloir y trouver une solution à l'avenir au Maroc, c'est la paperasse. Je vais ouvrir un compte bancaire, enfin un compte d'investissement, il faut que j'aille à la AMLA. La AMLA, je dois avoir des stempels de tout le monde. Je ne comprends même pas pourquoi ces personnes-là, ils doivent intervenir dans le processus. Le truc de chaude, etc. Tout cela, je pense, on parle de la 4e révolution industrielle, donc chaude, etc. Et tout, franchement, il faut arrêter. On en rigolait il y a quelques jours avec ma mère. Et en parlant de mon mariage, parce que je me suis mariée ici en Europe et j'ai dû aller à Strasbourg où je résidais, parce que je me suis mariée en Belgique, je suis allée à Strasbourg pour chercher un shahadat al-Uzuba. Mais moi, à Strasbourg, je connaissais strictement personne. Donc, quand j'étais là demandée à l'ambassade, ils m'ont dit mais j'ai dit, je connais même pas une personne là-bas. Et donc, je comprenais pas comment, à l'ordre d'aujourd'hui, on a des PC, on a des systèmes informatiques très puissants, on parle du cloud. Comment est-ce possible que cette information que je suis célibataire, elle n'est pas populée quelque part dans les systèmes? Il faut que j'aille trouver 12 personnes, on a réussi à trouver 12 personnes que je ne connaissais pas, qui ont témoigné que j'étais célibataire. Et donc ça, ce genre de choses, je pense que voilà, ça me choque, mais je pense qu'il va falloir l'éviter parce que je pense que c'est très valable aussi pour le marché, enfin pour le business, etc. Quand on veut créer une entreprise ou une association, c'est décourageant tout le processus documentaire par lequel il faut passer. Donc moi, à un moment donné, j'ai préféré, parce que je préside une association qui s'appelle Save a Smile,
Inqad Ibtissama, et j'ai préféré la créer au Grand-Duché de Luxembourg pour servir des enfants cancéreux au Maroc que de la créer directement au Maroc pour ces personnes-là, parce que il a suffi que je prenne un rendez-vous en ligne avec le registre du commerce, que je passe un quart d'heure chez eux, que je leur donne des statuts, qu'on signe, et l'association elle est live, un quart d'heure pour ouvrir le compte bancaire, et en une demi-heure toute une association elle est créée. Donc ça c'est le genre de choses qui décourage un peu les gens de rentrer créer des choses sur place, pardon. Donc Abir, deux choses qui te choquent. La première c'est la queue et la deuxième c'est la paperasse marocaine. La queue, j'ai toujours cette image dans ma tête parce que j'ai passé 13 ans aux États-Unis. Où chaque fois que nous sommes en Amérique, donc à travers l'aéroport de New York, Kennedy, كنا مغاربه كنا متبعين الصف كنا مقادين وفاش كنوصلوا للمطار ديال الدار البيضاء اللي كيعرف شي بوليسي اللي كيعرف شي واحد دانفلونس خصو يدخل من الداخل ويخرجو باش هو ما يتسناش وكتجلس انت كتسنى في واحد لاكو كتشوف هذاك كيدوز مورا البوليسي باش كيطبع له داك الباسبور ça me choquait زعما ça me faisait la peine علاش كنا جوج 7 السوايع من قبل كنا دايرين محترمين القانون وفاش كندخلوا للمغرب ما كيكونش هذا الاحترام ديال القانون والاحترام ديال الناس اللي واقفين وكيشوفوا بعينيهم سكي سباس بالنسبه لا بابراس bon j'étais chez Microsoft j'ai passé 5 ans à pousser cette question de paperasse les e-gov. Et l'e-gov, je disais toujours, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. D'ailleurs, le confinement au Maghreb, l'e-gov. Le gouvernement centré autour du citoyen. J'espère que d'abord avec le déconfinement, il aime chercher واحد طلب مني باش نمشي نطبع فعاد ما صيفط الايميل وهذا ça va me rendre. Donc j'espère que ça va changer. Myriam, qu'est-ce qui t'a choqué le plus à ta rentrée? Ça me fait très sourire en fait quand je vous entends tous parce que oui, je pense que c'est quelque chose qui nous agace beaucoup tous. Maintenant, moi en fait quand je suis rentrée, effectivement c'était peut-être pas un choix conscient en fait, je l'ai fait et puis ensuite je me suis rendu compte et j'ai pris les conséquences en main. Mais certainement, moi, ce que je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire pour faire la paix avec ça, c'est juste d'arrêter d'attendre des autres qui les changent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, et ça m'a amené tout de suite, entre guillemets, vers ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, mais mon environnement, il est ce qu'il est. Et il y a plein d'autres pays qui sont ce qu'ils sont aussi, qui ont leur côté positif, évolué, et le côté qui ne l'est pas ou pas encore. Donc, est-ce que j'attends que tout le monde fasse le rang pour que moi, je passe une bonne journée? Où j'essaie de travailler sur moi et me dire ok, mais j'attends pas qu'ils le fassent, s'ils le font c'est bien, et je vais juste essayer de m'entourer du meilleur Maroc possible, parce que autant nous on parle là ensemble et on est tous choqués, on n'est pas que 3 ou 2 là, parce que vous êtes à l'étranger, on n'est pas les 2 seuls Marocains au Maroc à être choqués, à vouloir avoir de l'ordre, une file, le respect de la loi, etc. Je pense qu'on est plusieurs, donc peut-être qu'on peut les rencontrer un peu plus, c'est plusieurs qui font un Maroc qu'on aime bien, et un peu moins celui qui nous agace. En tout cas, grandir dans notre patience, dans notre acceptation, sans que ce soit quelque chose de quotidien pour nous. Donc c'est vrai que ça a été pour moi, ce qui a été salvateur. À un moment donné, je me suis dit sinon je vais tomber malade. Et j'ai vraiment besoin de travailler sur moi en attendant que le reste évolue autour de moi. Donc complètement. Je vous comprends. Merci. Alors, il y a une question. Quelqu'un pose la question. Please, if you can share with us your rejection, acceptance experiences in Morocco and what things do you think should change? Bon, cette question, Akram et Abir. Akram, est-ce que tu as eu une rejection? C'est-à-dire, tu as essayé de prendre un poste au Maroc ou là, tu as essayé de convaincre quelqu'un au Maroc de prendre quelque chose et tu as eu une rejection. Et comment tu as perçu cette rejection? Je n'ai pas encore eu cette expérience parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure,
ما تنجيش باش نطلب شي حاجه تنجي باش bon à part les affaires personnelles qui ont affaire avec l'immobilier ou داكشي هذا on peut le mettre à part. On va être beaucoup plus pertinent par rapport à ce que les gens qui sont au dehors du Maroc essayent d'accomplir. Donc, je veux rester beaucoup plus focalisé sur ce sujet. Non, j'ai dû décliner des offres qui étaient très généreuses, très importantes, mais parce que j'avais d'autres priorités ici. Mais je suis toujours, comme on dit, open à explorer d'autres opportunités. Est-ce que, au niveau objection, au niveau business, ce que je peux te dire, c'est que j'ai essayé de développer beaucoup de business au Maroc les 10 dernières années. Et les objections que j'ai, c'est des objections qui sont implicites et pas transparentes. C'est-à-dire, quand tu vas développer du business, when you compete for an offer, for tender, or you compete for business opportunity, and you know you're the best. You know you have the best offer, you know they have the best price. But because, you know, ما نهضر بالمغربيه حيت ما دهنتيش هذاك اللي تيدير لا qui prend la décision, tu sais que que c'est quelqu'un d'autre qui va être pris. Donc هادشي شفتو plusieurs fois. ومن بعد ولكن حنايا on a gardé nos valeurs. We're going to stick to doing business the right way. Et at the end of the day, it's going to be hard, but you're going to win. So, هادوما le genre de rejet qu'on a, mais الواحد on est en train d'explorer ou de discuter d'un problème qui n'est pas de la science infuse, qui est un problème social, qui est subjectif, et la décision dépend vraiment de plusieurs facteurs. Il y a plusieurs permutations dans l'expérience de chacun. C'est-à-dire, باش ندخل المغرب, c'est pas une question ديال واش عندي une bonne offre, واش عندي un bon boss. C'est plusieurs choses. Personnellement, qu'est-ce que je vais accomplir dans ma vie? Est-ce que je suis un entrepreneur qui sait qu'au Maroc, je peux faire un grand impact? Ou là barré, je me sens brillant, j'ai fait de bonnes études, ou je veux intégrer un grand groupe et faire de l'impact. Si c'est if it's the latter, si c'est le second, you're dreaming, because you will have no impact even if you're brilliant. Parce que tu vas être moulé dans ce groupe. On essaie de pousser quelqu'un, et puis il ou elle réussit à se distinguer. Mais il y a toujours un directeur, un DG, un président dans une entreprise. Donc, vraiment pour résumer un peu, ou là pour acheminer de la discussion in the right direction, il faudra vraiment parler des différentes priorités. C'est-à-dire, est-ce que les gens veulent rentrer parce qu'ils veulent être près de leurs parents? Est-ce qu'ils veulent يربي ولاده على الطريقة المغربية? Qu'est-ce qui est important? بحالك انت سمير عندك une expérience ديال في التكنولوجي. Et je sais كم بقيتي هنا في مايكروسوفت, tu seras un exécutif de haut niveau, et tu réussi ici bien qu'au Maroc, ou même plus. ولكن عاوتاني, je sais que tu es un entrepreneur, tu aimes you like to build things, et après tu aimes la vie du Maroc. هاد les deux priorités هما اللي خلاوك باش تدخل المغرب, فهمتيني. انا j'aimerais bien aider les gens à penser un peu quand ils pensent à prendre ces décisions, de penser à ce qui est important dans leur vie, et à partir de là, voir quel genre d'impact ils peuvent faire. Ils peuvent faire pour eux-mêmes d'abord. شوف, فاقد الشيء لا يعطيه. ما غتقدرش انت تعطي شي حاجه للمغرب انت اللي مازال ما عندكش.
مشيتي قريتي في المدرسه خذ شويه د الاكسبيريونس بغيتي تنفع بلادك سير خذ شويه د الاكسبيريونس بحال اللي قلتي يا سمير it's the ideas it's the intellect that matters ياك دونك سير développe هذيك les compétences devient beaucoup plus important plus utile عاد حاول دخل و جو بونس كو ملي كتوصل لذاك لو نيفو ما تيبقاش لو روجي ولا الاكسبتونس بالعكس الناس غيخصهم يطلبوك you have to be very sought after علاش انت غتمشي الى غتمشي من هنا ولا من فرنسا باش عاد تقلب راك tu n'es pas prêt tu n'es prêt que lorsqu'on te demande de venir on te prie de venir تبقاش تصدع راسك tu perds ton temps si tu veux trouver ta place laisse-les inviter à trouver ça laisse-les inviter à faire de la place pour toi. Il y a deux types de personnes qui rentrent à Karam. Il y a des entrepreneurs, c'est-à-dire ils veulent rentrer faire quelque chose au Maroc. Peut-être qu'ils ont hérité, peut-être qu'ils ont accumulé suffisamment de fonds financiers pour rentrer et investir, etc. Et il y a ceux qui rentrent pour être employés. Donc il y a deux types de personnes. Et la première personne, ou le côté entrepreneur, il y a un grand choc parce que la facilité et la rapidité dont il peut entreprendre dans des pays développés, mais on fait face à beaucoup de faux problèmes. Moi, qui ai passé beaucoup d'années au Maroc, j'ai toujours en face de moi des problèmes qui sont les tampons, tampons. Je veux avoir une autorisation pour quelque chose, il te demande 23 papiers. Toutes ces informations existent chez le gouvernement. Pourquoi il me demande ces 23 documents? Donc, je dois faire le coursier pour eux pour ramener tous ces documents. Et l'autorisation, normalement, en 24 heures dans un autre pays, sur 2 ans. Donc, l'énergie ou la passion pour faire quelque chose, ou les idées, ou le start-up, ça pose énormément de problèmes. Tu as besoin de financement. La banque, ça se dit l'équivalent garanti. Il y a pas de, on ne croit pas, on ne fait pas confiance dans l'entrepreneur au Maroc. Ou le petit entrepreneur, type طول حياته غير كنقولوا بالمغربيه تستمرمد وصافي. Finalement, tu as des génies avec de belles idées qui sont arrivés à un point qui vous ne pouvez pas progresser. Mais tu as des employés. Tu as pour survivre. Ou là, tu as il y a beaucoup de retours, c'est-à-dire des gens, surtout les entrepreneurs, qui jouent le Maghreb, ok? Les employés, bien sûr, l'éthique de travail ou les labra, parce que chaque personne, mais qui pas que labra. What can you do? Alors que في المغرب باك صاحبي c'est-à-dire هذا السيد كتلقى طالع كتسول فيه تلقى ما كيدير والو شنو هذا هذا راه من لا فامي فلان qui est actionnaire ou qui est في le board de directeur etc. Donc Abir tu as eu ta perception par rapport à ce qu'on a dit. Alors, moi, I relate a lot to what you said. Alors, de mon côté, je pense un peu comme Akram, je ne suis pas encore arrivée au stade d'entreprendre quelque chose au Maroc pour avoir des rejets. Et l'idée principale qui m'empêche, qui me bloque derrière ça, c'est cette histoire de mentalité finalement, parce qu'on a des problèmes sur le côté privé, personnel, à la banque, dans les administrations, etc. Aussi, mais chez le Muqata'a, il faut que tu attendes qu'on appelle une personne qui est censée être en train de travailler au moment où tu es là, mais il n'est pas là, il est quelque part, etc. Donc, il faut aller le chercher. Et donc, il y a quelque chose, moi, particulièrement, qui m'embête dans la mentalité et qui m'a toujours freiné pour prendre cette initiative de rentrer faire quelque chose de concret au Maroc. C'est très marrant, mais parfois, tu as l'impression que les gens qui travaillent dans des organisations au Maroc, ils se prennent pour des patrons. Donc, par exemple, tu vas à la banque pour ouvrir un compte. La personne que tu as en face de toi, tu te sens pas client.
en fait, tu sens comme que tu es venu demander de la charité à la personne et c'est elle qui décide si elle veut t'ouvrir un compte ou pas, etc. Donc, tu es toujours pris comme ça. Et ça, tu te dis, si tu vas faire un business avec des personnes qui vont t'entourer parce que tu vas avoir besoin de partenaires de différents niveaux, de différentes sortes, si tu vas avoir des personnes comme ça autour de toi, ça va vraiment ça va pas être marrant, on va dire. Donc, ça va créer plus de la frustration qu'autre chose. Et donc voilà, moi, je ne suis pas encore au stade d'avoir des rejets. Par contre, il y a quelque chose de très important que j'aimerais signaler, c'est que je suis quand même assez surprise, assez agréablement surprise par le niveau de talent qu'on peut retrouver au Maroc. Pour donner un exemple, là récemment, je fais un travail de recherche et je suis en train d'écrire un livre avec le résultat de ces recherches. Et donc, j'ai plusieurs assistants de recherche, dont quelques-uns au Maroc. Et quand je vois la qualité de ces personnes-là, de leur réflexion, de la qualité de leur rédaction, la qualité de leur analyse, etc., je suis épatée. Et puis, je me dis, c'est quand même malheureux qu'on puisse avoir ce niveau de talent qui peut exister pas seulement à l'extérieur du Maroc, mais aussi à l'intérieur du Maroc, et qu'on n'arrive pas à exploiter comme il faut, parce que je pense qu'eux aussi, ils sont un peu confrontés aux mêmes problématiques. Et puis, il y a quelques temps, j'avais une interview avec une journaliste qui me disait toujours cette question qui revient tout le temps, est-ce que vous pensez rentrer au Maroc à un moment donné? Et moi, je dis tout le temps, je pense que Myriam, je ne sais pas si Myriam ou Akram qui l'ont souligné, mais en fait, on aimerait d'abord faire changer les mentalités. Donc, moi, je dis tout le temps comme ça, j'aimerais rentrer dans quelques années et pour rentrer dans la politique. Mais avant de faire ce pas-là, j'aimerais d'abord que les mentalités rentrent pour avoir une certaine base pour accompagner un mouvement. Et donc, en travaillant avec des personnes, donc voilà, c'est Myriam qui a dit ça. En travaillant avec des personnes pour leur montrer un peu, essayer de les guider, les coacher, leur expliquer les choses, etc. En espérant, voilà, one person at a time, que les gens pourront changer. Je pense que c'est notre seul moyen pour pouvoir arriver à quelque chose de bien, enfin de niveau européen ou américain à long terme. Et puis voilà, là, il faudra des personnes en politique qui prennent le lead, qui prennent le relais pour redresser énormément de sujets d'un point de vue plus global. Que ce soit la manière de voir le documentaire, tu parlais de eGov tout à l'heure, ou juste voilà, les structurations et toutes ces choses-là. Au lieu de juste innover parce qu'on voit qu'il y a un pays qui fait quelque chose d'innovant en copy-paste, en fait qu'il y a la fondation qui soit changée dans cet esprit-là. Donc, c'est la première fois que j'entends une dame jeune qui veut rentrer dans la politique au Maroc. Moi, je peux te dire que ça fait Pas tout de des années suite. que ça fait Pas des tout de années que suite. je suis au Maroc, j'évite de rentrer dans la politique. Myriam, une question de l'audience. Quels sont les pièges, selon votre expérience, à éviter si l'on veut rentrer au Maroc? Les pièges à éviter, pour moi, c'est vraiment des pièges de perception. Donc, je sais encore une fois, peut-être que ça a l'air d'être bisounours, mais très sincèrement, ça ne l'est pas. Pour moi, vraiment, le principal conseil à adopter, c'est de ne pas être dans la dualité, de ne pas être dans c'est un bon choix, un mauvais choix. Il faut que je sois salarié ou je suis entrepreneur, je vais habiter chez mes parents ou je vais construire ma maison. C'est vraiment, en fait, arrêter d'être dans la dualité, tout simplement, parce que ça ne nous aide pas et c'est des choix extrêmes. Et il y en a jamais que deux. Sauf qu'en général, ce qui se passe, c'est que c'est ce qu'on a vu les autres faire et c'est les choix qui nous sont donnés au début. Donc, on se dit, bon, il faut que je fasse un choix, il faut que je fasse ça, une multinationale ou alors une start-up pour monter ma boîte. Non, il y en a des tas, il y a une infinité de choix en réalité. Donc, moi, le premier piège qu'il faut éviter, c'est de se coincer soi-même, en fait, dans cette espèce de filtre de perception qui ne nous permet pas de voir autre chose que ces choix-là. Et du coup, ces solutions-là, mais qui ne sont pas des solutions personnalisées. Moi, si je peux vraiment partager mon expérience, c'est que quand j'ai quitté Paris, c'était pour quitter Paris plutôt que de venir au Maroc. C'était vraiment un choix de je veux plus être et je veux plus avoir la vie que j'avais à Paris.
Et la question s'est posée à un moment de me dire, mais je vais faire quoi là? Je vais où? Qu'est-ce que je fais? Et je suis rentrée au Maroc en me disant, mais je vais faire le choix de tester. Et puis, si jamais ça me plaît pas ou si ça me va plus, moi, j'aurais pas de regrets finalement. Et j'ai très, très résisté à ce que tout le monde prenait comme choix, qui était, bon, j'ai fait de la finance, je vais poser mon CV, je vais aller dans une banque, je vais faire ce que je faisais toujours, et puis dans un temps, on va en reparler, j'aurais dit que j'avais 30 ans de FUSAC derrière moi, et c'est fini, parce que je voulais plus faire ça. Et du coup, j'ai rien fait, j'ai pas posé de CV, et dans ma tête, ça moulinait, je me disais, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire. Et une opportunité a été ouverte, mais une opportunité à laquelle j'aurais jamais pensé avant si j'avais pas eu cette ouverture d'esprit de me dire, je ne veux pas tel choix. Je sais pas ce que je veux, par contre, je sais ce que je ne veux pas. Et j'ai commencé à travailler à mi-temps en salarié dans un cabinet qui faisait du conseil en finance, toute petite structure, dans quelque chose que je savais déjà plutôt bien faire pendant 1 an. Donc, le truc, au début, quand quelqu'un me demandait, mais qu'est-ce que tu fais, Mélie, je disais, je travaille en mi-temps en salarié, j'ai un bon salaire et je vis ma vie, mon quotidien me plaît, me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es fleuriste? Je disais, non, je suis pas fleuriste. Je fais des pitchs, je fais de la valo, sauf que je le fais dans des conditions qui me conviennent pour l'instant. Donc, et après, en fait, bon, ça s'est mal passé. C'est vrai que je rejoins un peu ce qui choque dans le Maroc tout à l'heure, c'est que la justice et le système de justice, c'est vraiment un grand débat et un grand sujet parce que j'ai fini à l'inspection de travail et puis plein de choses se sont déroulées par la suite. Et ça m'a lancée dans le freelance. À ce moment-là, j'ai décidé, je ne me suis pas dit, oh, mais je n'ai pas le choix, il faut que je postule dans une grande banque parce que jamais elle va faire faillite ou alors que je lance ma boîte. Je me suis juste dit, non, je vais conseiller, je vais faire du freelance et je vais trouver des clients qui payent et des clients qui veulent ce que j'ai à offrir et qui connaissent la valeur de mon travail. Donc, encore une fois, j'ai fait un choix qui n'était pas peut-être logique pour beaucoup de gens, mais qui était un choix individuel et je me suis dit, ça va marcher. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par trouver des clients à l'étranger et des clients au Maroc, mais surtout à l'étranger, qui étaient bons payeurs, où j'étais payée en euros au début. Et ça m'a permis, en fait, de financer mon changement et ma conversion professionnelle. Donc, tout ça pour dire que vraiment, pour moi, le principal challenge, le principal piège à éviter, c'est de s'enfermer dans une grille qui est réellement duale, dans une grille qui est projetée par l'autre, qui est en comparaison avec l'autre, parce qu'on fait nos grands-pères et vont faire nos enfants demain. Non. Moi, je décide de ce que va être le choix qui me correspond moins à un moment T. Et peut-être que ce choix, 99% ne le font pas, mais moi, je vais décider que ça va marcher pour moi et je vais faire en sorte que. Et je vais aller voir les gens qui vont m'inspirer, qui, eux, ont fait des choix similaires ou qui ont une vie que j'ai envie d'avoir moi au Maroc et voir qu'est-ce qu'ils ont eu comme parcours, apprendre de ces gens, qu'est-ce qu'ils ont dû faire que 99% des Marocains ne feront pas, mais qui font que eux, ils ont une vie que moi j'ai envie d'avoir, que les autres n'ont peut-être pas. Donc, pas vivre ma vie par défaut, mais vraiment oser le choix et donc co-créer quelque part le chemin qui n'est peut-être pas visible à tout le monde, mais qui va être visible à partir du moment où moi je vais le chercher. Juste une remarque sur les personnes qui sont inscrites dans ce webinaire, plus de 70% sont des dames, c'est-à-dire je vois beaucoup plus de personnes, des femmes qui veulent rentrer au Maroc que les hommes. Ça m'a un petit peu surpris. Il y a une question, une personne qui veut poser la question live. Jawad Sfar, est-ce que tu es là? Je vais te permettre de poser la question. Jawad? Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ta question? Ma question, c'est qui m'interpelle souvent à chaque fois qu'il m'arrive d'assister soit à des débats, soit comment dirais-je, à suivre un webinar sur le thème relatif au Maroc, la fuite des cerveaux, comment dirais-je, est-ce qu'il faut rentrer ou rester? Je ne vois que les intervenants ne parlent que du côté négatif du Maroc, alors qu'il y a des avantages et on fait abstraction vraiment totale au côté positif. Pire encore, moi, il m'arrivait à l'étranger de… Tu es au Maroc ou là à l'étranger? À l'étranger. Là, il m'arrive souvent dans des rencontres entre Marocains et étrangers, des Marocains dire
j'ai honte d'être marocain. Alors que normalement, il faut quand on est à l'étranger, il faut qu'on soit l'ambassadeur et de vraiment, comment dirais-je, donner une image de marque quand même positive, pas que les négatifs. C'est ça, moi, c'est pas une question, mais c'est une constatation que je trouve malheureuse. C'est malheureux. D'ailleurs, depuis que vous avez commencé le webinaire, je n'entendais que le choc, la déception, alors que je ne vous cache pas que j'ai vécu plus de 10 ans à l'étranger. Je suis très content comment dirais-je, de vivre, de retrouver la vie au Maroc. Tu es au Maroc. Tu es au Maroc maintenant. دخلتي المغرب. Absolument. Ah, d'accord. Donc, Jawad, merci beaucoup. Je vais parler du côté positif. Ah, c'est top. Bon, ok. Donc, parce que le fait que je suis rentré au Maroc, donc la première chose, c'est que c'est chez nous. C'est chez nous. راه ما عندها ثمن هذه القضية de dire qu'on est chez nous. Je crois que Akram, qui vit maintenant aux États-Unis avec tout ce qui se passe aux États-Unis, malgré le fait, je suis sûr que je suis américain de nationalité aujourd'hui, mais sauf le fait qu'on soit chez nous, d'avoir nos enfants qui sont en train de grandir, là on a grandi, de voir nos parents qui c'est les moments précieux qu'on passe avec eux. C'est des moments qui sont très, très, très précieux parce que et chaque moment qu'on ne les voit pas ou qu'on ne passe pas du temps avec eux, c'est des moments qu'on va regretter ou qu'on regrette. À part ça, sur le côté marocain, le Maghreb est green. Le Maghreb, le problème d'Yana, le grand blocage ou le grand défi qu'on vit aujourd'hui au Maroc, c'est qu'on n'est pas ambitieux. Le Maghreb n'est pas ambitieux. Et je crois que durant le confinement, les masques, les pompes, on a commencé à voir le génie marocain qui commence à sortir. Comme a dit Abir, il y a des jeunes Marocains qui sont bons, qui sont au niveau international. Mais il faut qu'on les laisse exploiter leur savoir. Il faut qu'on les finance. راه خصنا نعاونوا هاد الناس هادو راه ما يمكنش السيد ما عنده والو عنده افكار ونقول له سير tu vas être employé toute ta vie. Il faut qu'on encourage le côté entrepreneuriat de manière à ce qu'on les autorise, qu'on leur facilite la tâche et de deux qu'on finance leurs idées. Je suis déçu que le Maghreb, quand on pense toujours, quand on pense à ramener des investissements pour le Maghreb, Renault, Peugeot, Boeing, je ne sais pas quoi. Les grandes entreprises, les petites entreprises. Donc, il faut qu'on les encourage, on a les petites entreprises à démarrer de rien du tout. Parce que s'il démarre de rien du tout, il crée un emploi, c'est 100% de croissance qu'il a fait en termes de création d'emplois. Alors que l'entreprise, la grande entreprise, elle a 3000, toute sa vie. Donc, malheureusement, c'est le grand challenge. Akram, si tu veux, c'est une question. Thank you for this live and sharing. Je veux dire, répondre à si Jawad, parce que je ne pense pas que je suis totalement d'accord avec lui, parce que on parle dans un contexte financier. Pour réussir à investir, il faut gérer le risque. Le fait qu'on soit là, qu'on parle de rentrer au Maroc, c'est parce qu'on veut tous rentrer au Maroc. Maintenant, c'est comment rentrer au Maroc. Donc, c'est la gestion de risque ici. Et l'aspect négatif qui a été partagé, c'est dans son contexte, parce que vous avez posé la question, quelles sont les choses qui vous ont choqué. On a un avantage sur beaucoup d'autres citoyens d'autres pays qui n'ont pas la même qualité de vie. الناس اللي غيمشيو للأوروب ما عمرهم ما غيرجعوا لبلادهم d'origine.
même d'autres pays arabes, d'autres pays asiatiques. On a un très beau pays avec de très belles traditions, des valeurs de famille. D'abord, la question, c'est d'éviter un peu les slogans, parce que franchement, on en a marre. Les slogans, la start-up marocaine, l'innovation. L'innovation, شحال عندك كاع الناس يخرجوا des ingénieurs في العام باش تهضر على l'innovation. هضر بحال اللي قلت يا سمير، هضر على l'entrepreneuriat، ما تهضرش على start-up. Il y a une grande différence. Une start-up, c'est une entreprise qui révolutionne une industrie et dégage une croissance à 3 chiffres, au moins sur 5 ou 6 ans. Parler d'entrepreneuriat، هضر على الماسكات، ما تهضرليش على الاي اي ولا تهضرليش شي حاجه اللي مازال ما عندناش لي كاباسيتي. سي فري il faut avoir de l'ambition, mais arrêtons les slogans. خلينا نهضروا في الواقع شي شويه، فهمتيني؟ دونك حنا كلنا بغينا ندخلوا. دابا لا كيسيون كيفاش بغينا ندخلوا. ساليتي قرايتك برا باش جو فو ريزومي ان بو سكون بو فير. ساليتي قرايتك برا، خذ شويه د ليكسبيريونس pour être beaucoup plus utile à ton pays. ما تقلبش على خدمه دغيا في المغرب. Bien, vous avez une entreprise familiale, mais سير دير ستاج في شي انتربريز في ذاك البلاد فين انت اللي كتشبه l'entreprise familiale ديالك. رجع على la famille ديالك avec un peu plus d'expérience, beaucoup plus d'idées comment structurer, comment gérer l'entreprise, comment la développer. Entrepreneur, je comprends. Les entrepreneurs sont prêts à prendre des risques. دخل سيدي المغرب، توكل على الله وبدا، ولكن gère tes attentes. ما يكونش عندك واحد شويه عليك. Et pour moi, honnêtement, la meilleure façon de rentrer au Maroc, c'est la façon que tu as, pour laquelle tu as opté, c'est le soft landing. Il y a des plateformes, on a l'internet, il y a des organismes, il y a des plateformes digitales et des plateformes physiques qui connectent la diaspora avec le Maroc. Capitaliser dessus, utilisez-les, même s'il y a la CGEM ou شي حاجه، وغتلقى كتقلب على خدمه تلقى خدمه في ذاك الدومين. ما تجيش انت prendre tout le risque وعاد دخل وتبقى تقلب. غير connect, use LinkedIn, use your digital platforms and do soft landing, minimize your risk. And المغرب راه ديما il va te recevoir avec les bras ouverts. هادشي اللي كاين. ولكن خاصك تجي افيك ليدي بانك خاصك تعطي انت باش عاد تاخذ شي شويه، فهمتيني؟ خاصك تعطي. الا جيتي بديك ليدي انك غتجي غير باش تاخذ، راه جو بونس كو سي با لا بون اتيتود. Donc Akram, je réitère ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a un calcul de risque. Ok, donc الواحد فاش بغى يدخل ماشي يتلاح، يقولوا تلاح الحوايج، يتلاح mais avec un soft landing. يعرف فين غادي يحط رجليه باش ماشي il vient. La deuxième chose que tu as dit, c'est que quand il rentre يكون مستعد باش يعطي من قبل ما ياخذ. Ok, comme ça les gens vont être très réceptifs. Merci pour donc là une question, looking at how things were managed during the current health crisis. Is there a message that you'd like to tell those who govern that would you recommend to change things for the better? Adir, tu peux donc c'est-à-dire, je suis sûr que tu as suivi comment le Maroc et la gestion du Maroc durant cette crise. Tu as vu comment le Maroc, je parle pas du côté mais la facilité de faire beaucoup de choses en ligne. Je peux te dire que le gouvernement est très efficace. Les lois qui sortent très rapides, ou les services de gouvernement qui sont en ligne, ou les banques en ligne. واحد العدد ديال المسائل اللي يمكن تاخذ سيمانه ولا 10 ايام باش ديرها، واللي durant le confinement tu l'as fait en un jour ou même moins. Donc qu'est-ce que tu peux recommander, le fait que tu as été de loin et que tu connais un petit peu les services financiers, les services de social au Maroc, qu'est-ce qu'on peut faire pour to change things for the better? Alors, dans le cadre du contexte actuel du corona, c'est très difficile en fait
d'encore parler de best practices à ce stade, parce que moi, de loin, je trouvais que le Maroc, ils s'en sortaient quand même très, très bien par rapport à d'autres pays. Je vis aussi au Grand-Duché de Luxembourg, où les choses fonctionnent encore d'une autre manière. Là, par exemple, on parle de, par exemple, quelqu'un qui va être diagnostiqué malade avec le coronavirus. Radis Mchi, l'hélicoptère pour le prendre, pour le ramener dans un centre de soins dédiés, un truc spécial. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont ouvert, en fait, l'armée militaire a beaucoup contribué dès le départ pour construire, je pense, 5 ou 6 hôpitaux dans différents endroits dans le pays. Donc, ça reste quand même un petit pays, mais l'armée a construit 5-6 infrastructures sanitaires pour prendre en charge les personnes qui vont être malades du coronavirus. On a atteint, je pense, 3-4 000 personnes sur un si petit pays. Et ça, je pense que personnellement, pour moi, le Maroc, il s'en sortait quand même bien. On a vu des choses comme ici en Europe, on a eu la galère des gels désinfectants et des masques. Par exemple, pendant très longtemps, on n'arrivait pas à trouver de masques à les acheter parce que tout simplement, ils n'existaient pas, on ne pouvait pas s'en approvisionner. Et donc, quand on entend que le Maroc, par exemple, il a une haute capacité de créer ce genre de choses, moi j'en étais très très contente. Maintenant, peut-être que je ne sais pas, peut-être dans la communication, et ça encore une fois, je pense qu'après avoir vécu longtemps ici au Grand-Duché, je commence à avoir un œil très, très lointain de ce qui se passe au Maroc, donc je ne suis peut-être pas la mieux placée pour dire ce qui va fonctionner avec la population, sachant que la population, elle est fragmentée en plusieurs catégories, mais globalement, je n'ai pas une recommandation particulière pour le Maroc, sachant qu'ils ont quand même très, très bien géré les choses. Maintenant, espérons qu'on n'aille pas trop vite dans vouloir lâcher prise très rapidement. Et espérons aussi que le Maroc va bénéficier de cette expérience pour ne plus retourner dans le classique, et peut-être on va se retrouver dans ce que Myriam expliquait tout à l'heure, cette schizophrénie d'être entre deux mondes, un monde voilà, l'expérience actuelle et puis l'expérience il y a comment on le faisait avant. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons dont on peut apprendre ici, notamment le fait qu'on a toujours pensé que avoir fait les choses d'une telle manière, ça fonctionnait très bien et c'était suffisant. Maintenant, on voit que c'était pas bien du tout parce qu'on n'était pas préparé à ce genre de choses. On a dû switcher. J'avais bien aimé ton commentaire sur LinkedIn, Samir, une fois, que du jour au lendemain, on est passé en version 4.0, éducation 4.0, et c'était vraiment le cas. Alors, pourquoi on attend d'avoir une crise pour pouvoir le faire? On a les capacités, on a les moyens, on a les sources. On a vu les fonds qui ont été mobilisés, ça se chiffre en milliards de dollars pour le coronavirus. Pourquoi on attend d'avoir une problématique de cette taille-là pour se mobiliser? Donc, espérons peut-être qu'on en tire les leçons et que voilà, le gouvernement particulièrement en tire les leçons. On va continuer au moins sur la même trajectoire et puis continuer à comprendre que quand on le veut, on le peut. Il suffit juste de le vouloir et de le faire bien. Conclusion, si l'on veut, l'on peut. Ouais. Voilà, exactement. D'accord. Alors, une question pour Myriam, ou là, une remarque. Two things are important, education and justice. What do you think? Totally agree. Je suis extrêmement alignée avec ça. Moi, j'ai vraiment une expérience qui m'a beaucoup marquée quand je suis rentrée au Maroc parce que pour moi, il y a des choses qui étaient évidentes. Et bon, autant je sais où en est le système éducatif au Maroc et je prends, entre guillemets, mon mal en patience en me disant que j'ai besoin de contribuer et d'apporter ma part et que c'est pas moi qui vais changer comme ça le système éducatif comme moi je le souhaiterais, je le verrais. Autant la justice, je l'avais jamais expérimenté personnellement. On entend plein de choses, on sait plein de choses, mais le fait d'expérimenter, d'être
dans une société où tout a l'air d'aller très bien jusqu'au jour où ton boss te dit qu'il n'y a plus d'argent dans les... présumément, il n'y a plus d'argent dans le compte bancaire et qu'il ne peut plus te payer et qu'il faut que tu te débrouilles, alors qu'on est consultant en finance, que c'est quelque chose qui m'est jamais tombé, jamais j'aurais cru que ça puisse arriver. Je me disais, c'est une blague, c'est pas possible, qu'il n'y ait pas de recours, que la justice n'ait pas des lois pour ça, c'est une SARL, etc. Donc, je suis vraiment tombée de haut, effectivement. Et j'ai compris aussi quels étaient les recours. J'ai compris aussi qu'il y avait des combats à mener et d'autres à ne pas mener pour, entre guillemets, ne pas être malade, mais surtout, parce qu'on ne pouvait pas être sur tous les fronts, on ne pouvait pas le faire tout seul. Donc, l'individu, il a une part dans la société. Et vraiment, je rejoins ce que je disais tout à l'heure. On contribue à un pays, à une société. Donc, au lieu d'essayer de changer la société avant que moi, je puisse fonctionner de manière optimale, j'ai compris, encore une fois, qu'avant, j'essayais de changer le monde. Maintenant, j'essaie de me changer moi. Et j'essaie de rencontrer des personnes qui se changent. Et ensemble, on va faire peut-être un petit groupe et puis un plus grand groupe. Et il y a des tas de gens comme nous qui on a des mentalités peut-être qui sont dans l'évolution, dans la transformation. On a envie de faire des choses bien pour ce pays. On peut peut-être se réunir en fait, parce que tout seul, on se sent seul, on se sent seul. Ensemble, on est un peu plus fort et surtout, on peut faire des choses. Tandis qu'attendre que ça se fasse pour nous avant de pouvoir être dans son plein potentiel, ça ne marchera pas. De toute façon, il y a des tas de pays. Dans tous les pays, il y a des couacs, il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme on le voudrait. Donc, être dans l'attente, ça n'a jamais fonctionné. Donc, pour moi, effectivement, l'éducation et la justice, gros axe de développement. J'ai choisi un peu l'éducation et j'essaie de faire preuve de justice sur le plan individuel en faisant en sorte, j'espère que ça puisse se refléter dans le collectif. Donc, ton idée, c'est de se créer un réseau et que l'éducation et la justice sont des points très, très importants. Akram, je reviens vers toi parce que tu es au Silicon Valley. Tu courtoies pas mal. J'ai eu le privilège de te visiter dans les alentours de San Francisco. Et, tabarakallah, il y a beaucoup de Marocains qui sont là-bas, des génies qui sont très très bien, qui sont reconnus par leur entreprise, sinon qui ont créé des entreprises là-bas. Qu'est-ce qui nous bloque Zama pour que le Maghreb يكون واحد هاد l'effet boule de neige à la Silicon Valley parce qu'on a le technopark, عندنا سيدي bon les titres البنكات يقول لك on finance les jeunes, les entrepreneurs. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi l'ingrédient qui fait à ce que Silicon Valley soit là-bas et les mêmes personnes داكشي اللي كيديروه تما ما يقدوش يديروه في المغرب. Okay, so I didn't want to digress from the topic of the discussion on how to go into Morocco, but if we have to, first let me join all of you that education and justice are the key foundations for any society. And actually, this is very consistent with my from a recent tweet and a recent post that where I see a lot of celebration about what we can do in Morocco in terms of innovation. Those are really they give you hope, but it's not enough if you don't have a vision of changing the way we educate and establishing justice for enterprises to prosper. Silicon Valley for Morocco should not be a model. It's an inspiration, because Silicon Valley was built on history of like a couple of 100 years. It came from industrial revolution, from charitable action, from Stanford, from the bankers and industrials who put the railways in the United States. And 100 years later, with strong education platform like Stanford, Caltech, Berkeley, then followed
the military investment in technology. This is what made Silicon Valley the cradle of innovation. So you have education platform, you have the people who converge into researching and innovating, and then you have an industry that funded the productization and commercialization of this technology to be applied. And slowly, based on that, you had an alumni or a first class of venture capital investors, Kleiner Perkins, Sequoia. So it's very complex history that you cannot just come and replicate because you want to. But there are model countries like South Korea that had the same GDP per capita as Morocco in 1961. So it was, I don't know, it was $900 or $300 in 1961. Today, it's half the GDP per capita of the United States. It's 20 or 30 times the GDP per capita of Morocco. But it is a model to learn from. What does South Korea and Malaysia and Spain have in common in the last 40 years? Is education and some level of civism. And you need leadership to bring some civism. And totally agree with Abir. I mean, the respecting the line is gonna be the first indicator of the readiness of society. The day you land in Morocco and you see people respecting the line, and I said it before, I said, the day I'm gonna land in Morocco and see people respecting the line, the day I know that Morocco is ready for revolution. So whoever made the comment is spot on. You start with education and justice, and you know, the first generation will make it happen. Silicon Valley an inspiration, South Korea as a model. There is plenty of talent in Morocco, and we've seen the manifestation of leadership during the COVID. We have great leaders, and we just have to make many of them. And you can only replicate them once you have a good education system. Donc, conclusion, l'éducation is a must. On peut s'inspirer par le Silicon Valley, mais pour savoir comment le faire, le modèle asiatique, des pays asiatiques comme la Corée du Sud, Singapour, Malaisie, etc., c'est un bon modèle à suivre, mais l'ingrédient essentiel, c'est l'éducation. Bon, je suis dans le monde de l'éducation, donc help. I hope that I'll succeed. Alors, question, le leadership des femmes au Maroc serait-il parfois mal vu? Abir, je pose la question à Abir et après la même question à Amri. Alors, est-ce que le leadership de la femme serait mal vu au Maroc? Je ne pense pas du tout. Alors, certes, il y a des choses qui fonctionnent encore pas bien au Maroc, mais je pense qu'on n'est pas du tout à cette étape ou à cet esprit où la femme elle est mal vue dans des positions de haute direction, etc. On a de très très bonnes personnes, femmes qui gèrent de grandes organisations, BCG, des hautes écoles. J'ai pas tous les exemples en tête, mais Yasmine Ben Amour, par exemple, une personne que je suis et que je connais pas du tout, mais que je suis sur LinkedIn, le chairperson de H&M au Maroc. Pour moi, c'est un bon exemple. Donc non, je pense pas du tout qu'on est dans ces stéréotypes encore. Clairement pas. Je rejoins complètement ce que tu dis, Abir. Effectivement, pour moi, la place de la femme dans le leadership, elle est complètement là et elle est latente pour les femmes qui ont envie de l'apprendre. Maintenant, je pense réellement aussi que c'est, encore une fois, une histoire de mindset, des gens qu'on a en dessous, des gens qu'on a au-dessus. Est-ce que l'environnement professionnel qu'on a dans cette boîte-là, en l'occurrence, ou dans cet environnement, est-ce qu'il est favorable ou est-ce que lui a besoin de changer et d'évoluer? C'est sûr que ce sera plus facile pour une femme s'il y a déjà eu des précédents dans sa boîte et si elle n'est pas vue comme une concurrente potentielle pour d'autres. Maintenant,
toutes les femmes que je connais ont brillé et ont vraiment brillé dans leur environnement professionnel. Et pour moi, il n'y a pas de personnes qui mettent des roues. C'est peut-être elles-mêmes qui ne se croient pas à la hauteur du challenge et du leadership, vraiment. Et je pense que du coup, d'ailleurs, c'est réellement un espèce de brainwashing qu'on a besoin de remettre à zéro de toutes ces femmes aujourd'hui auxquelles on n'a pas dit qu'elles pouvaient prendre cette place-là, qu'elles y avaient le droit, qu'elles étaient à la hauteur, qu'elles étaient dignes de ça et que ce n'était pas prendre justement la place de quelqu'un d'autre, mais prendre la place qui est la sienne, parce qu'elles sont tout aussi capables, qu'elles ont fait de très bonnes études pour la plupart, elles ont surtout démontré leur leadership. Donc à mon avis, c'est plus une auto-éducation des femmes qu'un changement de paradigme des hommes, parce que la place est déjà là à prendre. Qu'en penses-tu, Samir? Oui, un partage d'expérience par une personne qui est dans l'audience, Lubna. Une seconde. Ah, ça va pas. Elle a disparu. C'est bon. Non. Elle a disparu. Bonjour. Bonjour. Oui, Lubna, tu nous entends? Bonjour tout le monde. Très bien. Donc, partage d'expérience, s'il te plaît d'être bref. Vas-y. Oui. Alors, moi, je voulais juste intervenir sur deux choses. Par rapport effectivement aux étudiants marocains qui vont à l'étranger faire leurs études et qui ont des opportunités pour travailler. Moi, j'ai une expérience d'une vingtaine d'années au Maroc, où j'ai fait mes études au Maroc, un DESS délocalisé, mais je suis restée à 100% au Maroc, même dans des multinationales où j'ai été amenée à interagir avec beaucoup de boîtes en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient. Mais je n'ai jamais eu cette vie d'expatriation. Ça m'a toujours donné envie. Et c'est juste pour vous dire que ces gens-là qui vont à l'étranger et qui décident de rentrer rapidement parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver des opportunités, il y aura toujours des opportunités, mais je pense que c'est très important qu'ils prennent de l'expérience à l'étranger parce que the way of working abroad est complètement différent. C'est différent par rapport à comment on travaille. J'ai un peu interagi avec la Suisse, avec la France, avec les États-Unis. Les méthodes de travail ne sont pas les mêmes. Donc, cette expérience, elle est primordiale pour les entreprises au Maroc qui vont voir je dirais, ce soft skills et ce hard skills qu'ils vont développer. Et sachez que même avec mes 20 ans d'expérience, même avec mes expertises, ça a été très difficile pour moi le jour où j'ai décidé, il y a 2 ans, de m'expatrier en Suisse. Ça a été très difficile pour la simple raison que je n'ai pas la nationalité suisse. Donc, il a été difficile. On ne peut pas venir postuler comme ça dans une boîte à travers d'ailleurs, tous les postes toutes les boîtes et les multinationales comme GTI, comme Rolex, qui sont par exemple présentes en Suisse, les postes sont proposés sur leur site, c'est digitalisé, on n'a pas un accès direct. Et pour vous dire qu'on est en plus limité à la nationalité. Non européen, tout de suite, la candidature, elle est rejetée. Donc, il faut qu'ils réfléchissent 2 fois parce que pour repartir après, s'ils n'ont pas leur nationalité, ça ne va pas être facile pour eux de s'expatrier comme ils le veulent. Donc, s'ils sont aux États-Unis ou s'ils sont en Suisse ou s'ils sont en France ou s'ils sont partout au monde, qu'ils profitent au moins de prendre cette expérience-là parce qu'après, je ne pense pas que ça sera aussi facile, sinon pas en tout cas, voilà, c'était juste ça mon point, sinon pas leur nationalité. Voilà. J'essaie d'être la plus brève. Merci. Merci, Lubna. Merci à vous. Je veux partager un tuyau avec mes amis marocains qui ont une licence, un bachelor, un diplôme d'ingénieur. Et je crois que Akram peut un petit peu confirmer. Il y a beaucoup de masters, c'est-à-dire pour faire de master et doctorat aux États-Unis, surtout dans des domaines scientifiques et d'ingénierie, qui ne coûtent rien du tout à l'étudiant. Et j'encourage des jeunes, quelques années, 2, 3 ans, ils voient un petit peu qu'ils sont en train de plafonner là où ils sont, de faire cet exercice, de demander, il y a pas mal d'universités américaines qui donnent des bourses. Moi, j'ai eu une bourse de master et de PhD à 100%. L'université a payé mes études. Et j'étais
durant le master, j'étais teaching assistant et PhD, j'étais research assistant et j'étais payé. Donc, durant les années 90, j'avais un salaire de 1 400 $ en travaillant 20 heures par semaine à l'université comme chercheur. Donc, c'est une opportunité pour des jeunes Marocains اللي يمكن لهم يمشيو يدوزوا واحد العامين ولا 3 سنين faire un master, travailler تمايا quelques années et revenir au Maroc. Donc, il y a ces opportunités que j'aimerais bien partager avec les jeunes. Et bzaf de nas, ils croient, dima katgoul le bon, les États-Unis, ah oui, c'est trop cher, etc. Mais il y a des opportunités de bourse. Et les Marocains s'adaptent bien. Les Marocains sont bons à l'université. Et ils peuvent faire de la recherche, ils peuvent être teaching assistants à l'université, etc. Et ils peuvent s'en sortir sans avoir les gros moyens. Donc, une idée pour des jeunes qui se voient un petit peu plafonnés dans ce sens. Akram? Non, tu as absolument raison. D'ailleurs, je vois ma sœur qui est aussi sur ce webinaire comme attendee, qui a eu aussi une bourse Fulbright il y a une quinzaine d'années. Donc, oui, we have to do your homework. Donc, il y a aussi, j'avais partagé il y a quelques mois une bourse à Singapour. Donc, il y a des universités à Singapour qui offrent des bourses en master. Et donc, il faut juste, you have to do your homework, you have to do your research, and you will find there is a lot of initiatives, especially these days, where even the US, the State Department is helping Moroccans in different initiatives. The other thing, l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, je fais allusion au bouquin de Thomas Friedman il y a 20 ans, The World is Flat. Aujourd'hui, the world is flatter than ever. Il y a des opportunités. Aujourd'hui, Facebook recrute dans le monde entier. Donc, si tu penses que tu as le niveau de concurrencer les autres pour des posts sur Facebook, il faut postuler. Les entreprises ici, dans la Silicon Valley, que ce soit Facebook, Twitter, ou dans d'autres domaines, Splunk and others, ils vont recruter dans le monde entier. J'ai vu quelques Marocains postuler pour des postes ici, mais vu que leur expérience était limitée au Maroc, ils n'avaient pas encore le niveau de concurrencer des ingénieurs d'autres pays comme les Asiatiques. Voilà, surtout oui, les Asiatiques et l'Europe de l'Est. Donc, Akram, l'handicap de la langue anglaise. Mastering English not only as a language but as a mentality. Parce que au Maghreb, on est très proche de la mentalité un petit peu francophone, d'être employé, d'être au service du patron. Alors que quand on sort et quand on va dans le monde hors France, c'est un petit peu la mentalité anglo-saxon. Donc moi, j'encourage les Marocains à avoir un petit peu cette mentalité. Si vous pouvez dire un petit mot là-dessus. Ouais. Non, c'est clair qu'on a cette influence francophone qui est limitante sur deux volets. Le premier volet, c'est que on commence toujours par un nom. C'est pas comme ce qu'on apprend ici, the sky is the limit. You can do it. En France, you say no, et après avoir dit non, et enfin, en fait, c'est aussi c'est applicable aux Français de la Silicon Valley. Ils commencent par un non et après, Okay. Donc ils changent pas. Ils changent, ouais, ils essayent. Le second volet, c'est la dépendance sur le gouvernement. C'est-à-dire, il y a toujours ce soutien, ce safety net, chômage, allocation this, allocation that. We have to actually learn from both worlds. Right now, we have more exposure to the American entrepreneurship way of doing business.
And we take also the best of the European or the French mentality, because they still have some level of discipline that maintains a high productivity. There is a lot to learn from the French, and we don't have to get stuck to their own culture. We have to build our own. We have to build our own identity, learning from different cultures. But at the end of the day, it boils down to basic universal values. It's honesty, strong work ethics, and trust, right? So if you go and get the right education, if you work hard and you have the ambition, you will accomplish it. And I think we can find those values within. Ok, donc les valeurs, c'est ce qui va indiquer un petit peu notre succès, et qu'on doit créer nos propres valeurs, notre propre, on va dire, direction qu'on doit prendre. Myriam, vas-y Myriam. Yes, I'd love to share. Merci beaucoup. هضر مع المغاربة بالعربية. نهضر مع المغاربة بالعربية واخا. C'est vrai. بصح on est très proche de la France, de la culture française et francophone, dans notre mentalité, notre façon d'opérer en entreprise et vraiment la façon de fonctionner. Parce que le système éducatif, en fait, il est basé sur le système français. C'est bien et pas bien. Et c'est vraiment, encore une fois, j'invite les gens à prendre le bon dans les deux, en fait, dans toutes nos interactions. Ce qui est pas bien dans le système français, c'est qu'on est très dans la critique. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, notre première question, c'est qu'est-ce qui ne me plaît pas, en fait. On a commencé par ça, qu'est-ce qui me choque, en fait, quelque part. Donc, je vais toujours me dire, mais et pourquoi ça ne va pas, en fait? Tu es rentré, ok, mais pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne te plaît pas au Maroc? Alors que l'anglophone, l'anglo-saxon, il va se dire, ok, how can I make it work? Je suis toujours orientée vers la solution. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne finalement? Donc, l'anglo-saxon, il est dans l'adaptation, pas dans le sacrifice, pas dans la critique. Le francophone, dès que ça sort de sa définition qui est très rigide, il va dire, OK, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc, quelque part, on a souvent, en fait, les Marocains, ils ont pris ce pli de se dire, OK, moi, je veux que ce soit dans la sécurité, parce qu'il y a aussi ce côté-là qui est francophone. Moi, je veux la sécurité. La sécurité égale le salariat pour beaucoup. Moi, j'ai envie juste aussi de dire à tout le monde qu'aujourd'hui, le monde évolue et que you're not going to find safety. Safety is within. La sécurité, ça se construit. C'est les compétences qu'on a, c'est notre mindset et c'est notre capacité à rebondir. Parce qu'aujourd'hui, l'espérance de vie d'un métier ou d'une compétence est de plus en plus court finalement. Parce qu'on va faire quelque chose, mais même dans ton métier, certainement Akram, on va avoir tendance à changer de compétences, s'adapter parce que l'innovation, parce que tout ce qui est technologique, donc on va pas faire le même job finalement. Parce qu'aujourd'hui, les Marocains qui veulent beaucoup d'entre eux rentrer se disent, OK, moi je veux trouver un job et puis rester tranquille, être en sécurité. Ça marche pas en fait, on sera toujours malheureux. Donc moi j'ai envie de dire aux gens, effectivement, prenez le bon dans ce qu'il y a à apprendre dans l'anglo-saxon et le francophone. Cherchez à créer votre job et un job qui évolue, un métier qui évolue en fonction de vos besoins et d'un marché qui évolue. Qu'on puisse peut-être se co-créer un job où on est à mi-temps, en ligne à 50% et peut-être à 50% offline avec des jobs où on peut voyager, avec des personnes qui sont de partout dans le monde. Il y a des tas d'options à partir du moment où on sort de ce carcan hyper figé, hyper rigide francophone de j'ai un salaire, je suis dans un job et je vais faire ça toute ma vie parce que je veux l'ancienneté, je veux la retraite, je veux. Non. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un salaire qu'on investit? Ma retraite, c'est moi qui la crée. Ça, c'est la façon anglo-saxonne de la faire. Donc, prendre ce qu'il y a du bon à prendre dans les deux, mais vraiment surtout pas se figer dans le modèle francophone qui est vraiment révolu et il est temps qu'on bouge de là. Abir, que doit faire le gouvernement ou les décideurs pour attirer des personnes comme toi au Maroc? Depuis que je t'ai dit que je veux être en politique, tu me poses toutes les questions sur le gouvernement, c'est ça? Il faut qu'on attire l'intelligence marocaine qui existe. Exactement. Mais non, tu as tout à fait raison, blague à part. En fait, j'étais en train de penser à cela et je me dis, il va vraiment falloir qu'on arrête à un moment donné il va vraiment falloir qu'on arrête au gouvernement visé ici, qu'on attende que Demon Sef Slaoui soit reconnu ailleurs pour qu'on puisse parler d'eux.
honnêtement, qui connaissait Monsef Slaoui avant au Maroc? On l'a connu. On l'a connu récemment avec la crise parce qu'il lead. C'est quand même pas, c'est quand même pas un poste, c'est quand même pas une activité très simple d'être attribué le rôle de leader une recherche sur un sujet, sur le sujet de l'année 2020, de parler à la Maison Blanche. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il a eu toute l'attention sur lui. Donc, clairement, il va falloir arrêter de suivre les talents marocains quand ils sont reconnus ailleurs. Je pense que ça va demander plusieurs choses. Ça va demander tout d'abord le fait que nous, tous Marocains, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on va tous dans la même direction, on a un objectif commun. De vouloir voir les choses changer, de vouloir voir le Maroc être ranké dans le top de certaines listes, notamment en éducation. C'est malheureux d'être dans le classement dans lequel on est actuellement. Il y a, donc ça, c'est à chacun de le faire. Il faudrait aussi que les organisations changent de manière, on parlait tout à l'heure de mentalité, de Stempels, de tout le côté documentaire, etc. Ça, le gouvernement, il a beaucoup à faire là-dessus. Il va falloir simplifier à un moment donné les procédures. Il va falloir... on fait déjà du travail, tu vois, par rapport à la corruption, que maintenant, on essaie d'encourager les gens à reporter des actes de corruption et tout. On a créé des bureaux d'investissement pour les Marocains qui veulent investir au Maroc. Donc, on fait déjà des choses, mais il va falloir continuer dans cette voie-là de façon un peu plus accélérée parce que moi, honnêtement, je ne vais pas vivre 200 ans et j'ai envie de voir ces changements-là arriver bientôt. Donc, si on avance à un rythme très lent, ce n'est pas ma génération, à la génération de ma fille qu'on va voir cela arriver. Donc, plutôt prendre la cadence au sérieux et voilà, en termes d'organisation, surtout les organisations étatiques qui appartiennent au gouvernement, qui appartiennent à l'État de manière générale, que ce soit les hôpitaux, le Muqata'a, l'Amala, etc., ce genre de choses. Là, il va falloir donner des directives un peu plus claires au personnel qui travaille là-dedans, notamment par rapport à comment se gérer les problématiques avec les personnes. Aussi, on a parlé de simplification des procédures, etc. Mais je pense que le Maroc, avant tout, il doit se mettre cette ambition de ne plus accepter que des talents soient reconnus ailleurs pour qu'ils soient suivis par le Maroc. Pour moi, c'est très honteux. Donc le message, c'est que on n'a pas besoin d'être reconnu ailleurs pour qu'on soit reconnu chez nous. Malheureusement, on n'est jamais de prophète chez nous. Donc, c'est ça le problème. Et ce qui est extraordinaire, c'est moi qui ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu au Moyen-Orient, etc., sans que je sois reconnu par ma famille ou je veux dire mon enfance ou mes relations ou les relations de mon père ou de mon oncle ou de ma tante ou j'ai pu être reconnu très rapidement chez eux et que on reconnaît cet individu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Chose que malheureusement au Maroc on l'a pas de manière très naturelle. Okay, ça commence à changer un petit peu, ça commence à changer, mais malheureusement, ça ne change pas aussi rapidement qu'on le veuille. Donc maintenant, on va un petit peu faire un wrap-up. Pardon, excuse-moi, juste rapidement. Je pense que la meilleure chose qu'on peut faire pour le Maroc, pour ces Marocains-là, c'est de préparer le terrain un maximum pour qu'ils puissent rentrer. On a entendu tout à l'heure Jawad avec son commentaire. Nous, les Marocains à l'étranger, on est de bons ambassadeurs, je pense, et on reste Marocains dans notre cœur. Quand je donne une conférence quelque part ou dans n'importe quel événement et qu'on me demande d'où viens-tu, je suis belge de nationalité, mais je dis tout le temps que je suis marocaine. Belge ou marocaine, ça suffit. Je corrige parfois quand on marque seulement que je suis belge quelque part, je corrige pour dire que voilà, je suis aussi marocaine. J'essaie de donner l'exemple par moi-même et bien représenter le Maroc. Maintenant, on ne peut pas cacher
la réalité. Il va falloir qu'on soit transparent et franc et qu'on adresse les points. Je pense que c'est le but de ce webinaire, c'est de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour qu'on puisse pointer le problème et aussi réfléchir tous ensemble comment on peut régler ces problèmes-là. Et ce que le Maroc et le gouvernement peut faire, c'est de prendre ces points-là, et il y a des compétences absolument incroyables qui travaillent au gouvernement, qui sont capables de trouver des solutions, brainstormer et voir comment on pourrait faire changer ça. Parce que comme tu disais très bien, Samir, et ça c'est malheureux, c'est vraiment triste. Tu sais, ce qui me déçoit le plus, c'est que quand on pense aux diasporas au Maroc, on commence juste, on réfléchit ou là, on évalue cette diaspora par le montant d'argent qu'ils virent au Maroc. Mais on ne pense jamais à ramener cette intelligence qui peut créer beaucoup plus. C'est-à-dire quand je vois ce que les Indiens ont fait pour l'Inde, ce que les Chinois ont fait pour la Chine, et tous ces gens-là sont des personnes qui, en grande partie, qui sont passées par des universités américaines ou canadiennes ou européennes, etc., qui sont revenus chez eux. Ils ont créé des révolutions, qui ont créé des multinationales à l'échelon mondial. حنا كنشوفوا كنخمو ديما في لا دياسبورا ماروكان هو داك المغربي اللي مشى يخدم en tant que blue collar, c'est-à-dire الخدمه ديال يا با دو لوزين وعنده عائله خلاها في المغرب، يمكن مراته وولادو خلاهم في المغرب ولا با ويماه، وتيصيفط لهم الفلوس باش يعيشوا وتيصيفط شويه الفلوس باش يشري شي دار ديال لا روتريت. C'est comme ça qu'on voit la diaspora marocaine. On ne voit pas la diaspora marocaine اللي فيها أكرم واللي فيها عابر واللي فيها منصف سلاوي اللي فيها الدكتور رشيد اليزامي. C'est ça le malheur. Et pour qu'on soit direct. OK? Donc, we're going to have to wrap up. Chacun son petit mot, ses conseils à donner aux jeunes, Inch'Allah, qui passent ou là, qui vont passer par des moments de réflexion, comme ce qu'on est en train de mentionner maintenant. Myriam? Avec plaisir. Moi, mon mot et mon conseil un peu de la fin, c'est vraiment qu'il n'y a pas de bon choix. Il n'y a pas de il faut rentrer ou il faut rester. Et il y a autant de choix que de Marocains. Vraiment, c'est très, très important de s'en rendre compte et que le choix que moi je fais, eh ben, c'est peut-être pas le bon choix pour vous et pour toi. Et peut-être que c'est un timing aussi. Donc, tout ça pour dire que c'est important de s'asseoir avec soi et de se poser les bonnes questions. Le pourquoi est-ce que, parce que dans la culture anglo-saxonne, on demande toujours c'est quoi ton why, pourquoi tu veux rentrer, pourquoi tu veux rester. Et de vraiment lister, mais pas en pour ou contre, mais juste lister c'est quoi les raisons. Et est-ce que c'est des raisons pour les autres? Est-ce que c'est pour voir plus la famille? Ou donc est-ce que c'est par culpabilité, par défaut? Ou c'est vraiment des vrais choix qui sont conscients, qui sont voulus, qui sont volontaires? Et est-ce que ça satisfait nos besoins? Et à partir de là, quand on a quelque part, eh bien, regarder les deux tableaux, se rendre compte qu'on tend plus vers celui-ci que celui-ci, mais pas être dans la rigidité, pas se dire ok mais c'est un choix pour la vie, ça aussi ça fige énormément, ça nous met dans une indécision, se dire mais c'est bon je vais faire mon choix et c'est pour la vie, je peux pas revenir en arrière et je peux pas changer. Non, il n'y a pas de fatalité. Donc à partir du moment où on se dit je vais tester et puis on verra après comment elle va être mon expérience, je vais faire en sorte que mon expérience soit la meilleure possible. Comment est-ce que je fais en sorte que ce soit la meilleure possible et je me mets dans des conditions qui sont favorables pour ça. Je rencontre les bonnes personnes et je me rends compte que réellement, il y a autant de Maroc que de Marocains. Ça, c'est très, très important de vous en rendre compte que tous les Marocs ne se ressemblent pas. Il y a des gens vraiment pas agréables, il y en a qui sont extraordinaires. Donc, on fait en sorte de s'entourer des gens qui nous nourrissent. Et il y en a. On fait en sorte d'avoir les meilleures conditions possibles et vraiment de juste se rappeler que notre bonheur, il n'est pas géolocalisé. Qu'on peut être très, très malheureux à Paris, dans la Silicon Valley. On peut être très malheureux au Maroc, très, très sincèrement. Mais on peut être très, très heureux au Maroc. Ce ne sera peut-être pas le même Maroc que mon voisin ou la personne en face. Mais je vais faire en sorte que mon Maroc, moi, il me rende heureux. Et c'est très, très possible pour tout le monde. Et ce n'est pas une histoire de job, ce n'est pas une histoire de famille. Donc vraiment, c'est important que votre why, votre pourquoi soit aligné à vous, vos besoins, et que vous fassiez en sorte d'y arriver, parce que c'est possible, mais il ne faut pas rester figé dans ce
ce qu'a fait le voisin et la comparaison, parce que ça fonctionne pas. Donc, choisissez, mais restez pas dans le non-choix. C'est ça le pire. Voilà. Abir. Alors pour moi, mon dernier conseil, ça va être le suivant. On veut changer les choses, on veut que les choses changent. C'est notre responsabilité à tous en tant que Marocains de porter ce changement-là. Le Maroc, c'est un territoire, c'est une terre. C'est nous qui le représentons. Il ne peut pas changer. On ne peut pas s'attendre de la Terre de réagir d'une manière ou d'une autre, alors que nous, les êtres humains qui vivons dessus ou qui vivons ailleurs, mais qui sont marocains, ne changeons pas. Et je rejoins beaucoup Myriam, ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut que le changement commence par nous. Si on n'est pas capable de driver ce changement d'une façon décisionnaire par le pouvoir, il faudra que chacun pense à se changer. Et si on arrive à se changer une personne à la fois, on a de grandes chances de pouvoir arriver là. On a tous cette rira, le hub, le bladna, il faut qu'on en profite de ce point parce que c'est un bon driver. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que vous pensez que le grand problème du Marocain est le manque de leadership? Parfois, il ne faut pas s'attendre d'avoir des leaders qui nous guident. On peut être son propre leader et aussi on peut faire en sorte d'influencer les gens qui sont autour de nous. Le leadership, ça n'a jamais été des positions de pouvoir. Ça n'a jamais été des grands dirigeants qui doivent porter ce chapeau de leader. On peut tous être un leader du moment qu'on a une vision, on sait où on veut aller et on peut guider toute une personne. Ça peut être guider sa maman, guider ses frères et sœurs dans cette direction-là. Et puis pour les Marocains qui sont à l'extérieur du Maroc et qui ne savent pas s'ils doivent rentrer ou rester par crainte, par tous les obstacles qu'on peut rencontrer, eh bien, il faut savoir que même si quand on hésite de rentrer, il est toujours possible de contribuer au Maroc, parce que je pense je rejoins Akram, c'est ce qui est important, c'est de pouvoir contribuer, c'est pas seulement la présence physique. Donc, si on a peur de toutes les paperasses, de toutes les choses, tant que ces choses-là n'ont pas changé, on peut contribuer de loin, soit en drivant des investissements vers le Maroc, soit en investissant dans des domaines qui sont encore problématiques au Maroc, comme le women empowerment, l'éducation, etc., ou dans l'associatif aussi, c'est carrément possible. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous présente la prochaine ministre des Finances au Maroc. Alors, Akram. Merci. Akram, tes conseils pour les jeunes Marocains. Je veux vous donner deux exemples. Vous avez Pichai Sundar, qui est l'Indien CEO de Google, et il y a Nadella, qui est le CEO de Microsoft. Donc, deux personnes, deux dirigeants de la Silicon Valley. Dans la Silicon Valley, à Washington, pour Nadella, est-ce qu'on peut mieux à contribuer et diriger deux grands groupes technologiques ici ou on ne vous entend pas. bien 800 et il contribue. Oui. كلام ما كنسمعش مزيان. Toujours. Allô, كتسمع؟ Je suis toujours là. Ok, vas-y. Donc, ce que je disais, c'est que je suis sûr qu'ils sont bien où ils sont et ils contribuent mieux à leur pays. Donc, en fait, il n'y a pas de panacée sur la prise de décision de rentrer au pays natal ou pas. Je pense que c'est une décision personnelle, ça dépend de facteurs familiaux et d'autres facteurs personnels. Mais ce qui est sûr, c'est que un Marocain est plus utile ou une Marocaine est plus utile à leur pays que quand ils réussissent eux-mêmes, quand ils réussissent dans leur carrière, quand ils ont appris en tant que professeurs, que ce soit des académiciens ou des entrepreneurs ou des dirigeants, une fois qu'ils ont réussi, ils auront beaucoup plus de choix comment contribuer. Rentrer, monter des activités au Maroc, faire du lobby à travers la politique, mais s'ils n'ont pas accompli tout ça
où ils avaient l'opportunité de s'épanouir, ils ne vont pas le faire d'une manière optimisée chez eux, au Maroc. Donc, laissons la main invisible d'Adam Smith gérer les choses. Just work to be the best you can be, and stay connected with your country, and let things work out on their own. And that's it. Merci Akram. Donc, moi, mes petits conseils à donner. Tout d'abord, je considère qu'on a moi, en tant que Marocain, je considère qu'on a le meilleur pays au monde. أنا فخور بزاف كنفتخر بالبلاد ديالي. عندنا أحسن موقع في المغرب، في العالم كله. عندنا أحسن جو في العالم كله. عندنا أحسن كرامة في العالم كله. Parce que j'ai visité plus de 50 pays. L'hospitalité marocaine, la bouffe marocaine, notre situation géographique. Alhamdulillah, on a un pays, I look at the cup as half full. Je suis très positif et très optimiste pour le pays. I believe that ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. على برا ولا من الداخل؟ فهمتي؟ عندنا البلاصه للمغاربه على برا وكاين بلاصه للمغاربه للداخل. واللي بغاو يدخلوا نعاونوهم باش يدخلوا. Moi je suis à votre disposition. اي واحد بغى يدخل. J'essaie de répondre, je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. J'essaie de répondre كنتلاقى مع الناس. الحمد لله de temps à autre كنتلاقى شي واحد après quelques années تيقول لي عطيتيني هذا le conseil. Donc on est là en tant que réseau. parce qu'on دزنا من هذه الطريق هذه. لأن دزت من هذه الطريق وعارف شنو هما المشاكل. Si je peux éviter à quelqu'un les problèmes qui peuvent se poser devant lui, en tant que réseau خصنا نتعاونوا بعضياتنا البعض. والبلاد عندها الغرض بالناس اللي qui vont ramener de l'intelligence, qui vont ramener des idées, qui vont mettre en place. ما درناش على واحد la catégorie de personnes que je connais qui sont maintenant au Maroc, qui vivent au Maroc, mais avec du télétravail, ils travaillent aux États-Unis ou là ils travaillent en Europe. C'est-à-dire aujourd'hui le télétravail c'est quelque chose de tout à fait naturel. On n'a pas besoin d'avoir l'adresse Paris pour travailler à Paris. Donc c'est des choses qui sont en train de changer. Sont en train de changer le monde. L'éducation, j'espère, contribuer à quelque chose pour l'éducation, pour le futur, Inch'Allah, le Maghreb, des personnes qui sont prêtes au 21e siècle. Et je dis à tous les Marocains, les pour avoir une expérience où je l'encourage. Il ne faut pas rester bloqué dans notre pays. Il y a des choses à apprendre à l'extérieur. Je ne serai pas ni chacun de nous serait là si on n'avait pas eu cette expérience. Et je crois que c'est une richesse que le Maroc puisse exporter son intelligence à l'extérieur et aussi la rapatrier. Donc, merci beaucoup pour votre contribution. Allah يشوفكم très bientôt de manière directe, face à face. Merci. Merci tout le monde. Merci Samira. Merci tout le monde. Au revoir. Prenez soin.